On va voir ensemble dans cette vidéo le cours sur la maladie cœliaque. Alors, c'est quoi cette pathologie? C'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire il y a présence des anticorps qui attaquent les intestins. Elle est induite par l'ingestion de gluten chez les sujets génétiquement prédisposés. Le gluten, c'est quoi? C'est une protéine présente dans les farines de blé, l'orge, seigle et avoine et qui renferme de la gliadine qui peut être toxique pour les villosités intestinales. De point de vue anatomique, il s'agit d'une atrophie des villosités intestinales, mais de point de vue clinique, il s'agit d'un syndrome de malabsorption. La maladie cœliaque est classée en trois formes. On a les formes symptomatiques. Il y a présence des signes digestifs comme les signes de malabsorption, diarrhée, stéatorée, des signes extradigestifs comme l'anémie, ostéopénie. La deuxième forme, c'est la forme asymptomatique. Elle est silencieuse mais avec une histologie patente. Et troisièmement, c'est une forme latente. Elle est potentielle mais sans lésion histologique. Alors, quelles sont les complications de la maladie cœliaque? C'est le lymphome de l'intestin grêle. Un peu de physiopathologie. Alors, la maladie cœliaque, elle est causée par une réaction immunologique anormale vis-à-vis d'un polypeptide contenu dans la gliadine qui est présente dans le gluten chez des sujets prédisposés génétiquement. Alors, les lésions de la muqueuse intestinale sont secondaires à un état d'activation anormale des LT de la muqueuse intestinale. Alors, la gliadine, une fois qu'elle traverse la barrière intestinale, elle va se lier à la transglutaminase qui est une enzyme entérocytaire. Une fois on aura ce complexe, la gliadine, elle va être modifiée. La gliadine modifiée, elle va se lier au complexe HLA2 qui va la présenter aux lymphocytes CD4 activés. Par la suite, on aura synthèse des anticorps, à savoir les IgA de la muqueuse intestinale. Donc, ce sont les anticorps anti-endomysium qui attaquent la muqueuse intestinale, avec sécrétion des cytokines inflammatoires. On passe maintenant au diagnostic positif. On va commencer par la clinique ou bien les signes d'orientation. Alors, la première des choses, le patient présente une diarrhée chronique, c'est-à-dire supérieure ou égale à 3 selles par jour pendant plus d'un mois. Alors, pourquoi le patient présente une diarrhée? Parce que les éléments nutritifs non absorbés, ils augmentent l'osmolarité intraluminale, ce qui crée une sécrétion colique d'eau. Deuxièmement, une perte de poids. Troisièmement, une stéatorée. Stéatorée ou chenia, c'est la perte fécale de graisse. Elle se manifeste par des selles flottantes et ou de l'huile à la surface d'eau. La fréquence et la consistance des selles peut varier de plus de 10 selles liquides par jour à une seule selle volumineuse lorsqu'il y a une stéatorée. À noter que les acides gras non absorbés se retrouvent dans le côlon où ils sont convertis par les bactéries en acides gras hydroxylés. L'acide gras hydroxylé, ils vont induire une sécrétion colique d'eau et électrolytes qui s'ajoutent à la stéatorée déjà présente. Remarque, les selles stéatoriques sont habituellement volumineuses, pâles et huileuses. On va retrouver aussi des douleurs abdominales, un retard staturo-pondéral, un retard pubertaire ainsi l'ostéopénie qui est la déminéralisation osseuse. Pour ce qui concerne l'exploration biologique, on a les tests de dépistage sanguin, à savoir les tests hémato et biochimiques. Pour l'hémobio, on va effectuer une formule, une numération sanguine, l'LFNS. On peut retrouver dans la formule une anémie microcytaire qui suggère la malabsorption du fer, soit une anémie macrocytaire. Donc, ce type d'anémie peut être secondaire à une malabsorption d'acide folique associée à une lésion diffuse de la muqueuse, du grêle ou un déficit de l'abditose.
On peut retrouver une thrombocytose qui est présente dans les maladies inflammatoires de l'intestin, la maladie de Whipple et cœliaque. Une lymphopénie, c'est un signe d'une perte lymphatique accrue et un purpurant et hémorragie, donc qui reflète une malabsorption de la vitamine K, qui met la vitamine K a un rôle dans la synthèse des facteurs de coagulation, avec une diminution de la prothrombine secondaire. Il faut savoir que le purpurant, c'est un signe d'une malabsorption sévère et survient chez les patients présentant des symptômes intestinaux importants. En plus de la FNS, on va réaliser le TP ou le temps de Quick qui est allongé dans la maladie cœliaque par carence des facteurs de coagulation vitamine K dépendants par malabsorption. Les facteurs de coagulation vitamine K dépendants sont le facteur 2, 7, 9 et 10. Pour les tests biochimiques, on va retrouver une élévation très importante de la CRP, donc il s'agit d'un syndrome inflammatoire. Le taux de protéines est diminué avec une fuite intestinale de l'albumine, donc il s'agit d'une entéropathie exsudative. En cas de diarrhée très importante avec un syndrome de malabsorption sévère, on va avoir une diminution du calcium, phosphate, magnésium, sodium, potassium, ainsi que perturbation du bilan rénal. Pour le bilan martial, on va doser le fer serré qui est diminué avec la ferritine, élévation de la transférine avec carence en vitamines, folate et B12. On a aussi le cholestérol, il est diminué avec la vitamine D. Le deuxième test, c'est l'étude biologique des selles. Alors, on va mesurer le poids des selles moyens par 24 heures. L'intérêt, c'est pour faire la différence entre les diarrhées fonctionnelles et les diarrhées organiques. Alors, au cours d'une diarrhée fonctionnelle, le poids fécal est inférieur à 250 grammes par jour. Par contre, les diarrhées organiques, c'est supérieur à 300 grammes par jour. On va aussi rechercher les graisses dans les selles, sur 3 jours successifs après un apport lipidique suffisant, généralement entre 70 et 100 grammes par jour. Alors, chez un sujet normal, les graisses doivent être inférieures à 5 grammes par 24 heures. Si le poids des graisses est supérieur ou égal à 5 grammes par 24 heures, donc il s'agit d'une stéatorée. Aussi, on va calculer la teneur fécale en sodium et potassium pour évaluer les pertes à compenser et de calculer le trou anionique dont une valeur supérieure à 50 suggère la présence anormale de substances osmotiquement actives dans les selles. Et dernièrement, on doit rechercher du sang dans les selles par un examen microscopique. Le pH normal des selles est entre 4,6 à 7,5. L'exploration biologique de la maladie cœliaque consiste aussi à faire les tests de surcharge, à savoir le test du déxylose qui permet d'évaluer l'atteinte duodéno-jéjunale. Alors, le déxylose HADA, c'est un pentose qui est absorbé dans le grêle proximal à peu près 70%. Il est peu métabolisé et il est éliminé à 100% dans les urines. Toute diminution de xylosémie après ingestion de xylose permet de dépister une malabsorption intestinale. Pour ce qui concerne le protocole, le sujet doit être à jeun depuis 12 heures et au repos. Puis, on va prélever le malade sur un tube sec pour doser le xylose qui sera le tube témoin. Par la suite, on va administrer au patient le déxylose, puis on va prélever un tube sec après 1 heure pour doser le xylose, ainsi que on va doser ce sucre au niveau urinaire. Des remarques qu'il faut prendre en considération. Il ne faut pas pratiquer le test en cas de diarrhée, une insuffisance rénale, insuffisance hépatique, une infection bactérienne. Les résultats sont ininterprétables si le patient a vomi ou s'est alimenté durant l'épreuve. Si la xylosurie et la xylosémie sont inférieures en nombre, donc c'est un signe d'une atteinte duodéno-jéjunale qui peut être modérée ou sévère.
Le deuxième test de surcharge pour explorer la maladie cœliaque, c'est le test de Chilling qui permet d'évaluer une atteinte iliale. Alors, le test HADA, il est utilisé dans le diagnostic des malabsorptions de la cyanocobalamin, ce qu'on appelle la vitamine B12, pour différencier une cause gastrique. On aura une absence de facteurs intrinsèques au cours du biomère, gastrite atrophique et gastrectomie. D'une origine iliale, c'est exemple la maladie cœliaque, donc syndrome de malabsorption. Pour ce qui concerne le protocole, alors on va administrer simultanément aux patients deux gélules. Une gélule contient une B12 radioactif libre et une autre gélule contient une B12 radioactif liée au facteur intrinsèque. Alors le cobalt ordinaire qui est contenu dans la B12, c'est un cobalt 59. Il est remplacé par un autre cobalt différent pour B12 lié et celui de B12 libre. On va utiliser le cobalt 57 et le cobalt 58. Les deux HADO sont émetteurs de photons d'énergie différents. Et comment on va interpréter? Alors, en cas de malabsorption iliale, aucune des deux formes de B12 ne sera correctement absorbée. Par contre, si l'origine du trouble est gastrique, seule la gélule dont la B12 est liée au facteur intrinsèque sera correctement absorbée. Le comptage des deux radioisotopes éliminés dans les urines de 24 heures suivant l'administration des deux gélules permet de faire le diagnostic d'origine de malabsorption et d'en chiffrer l'importance. Si une valeur de B12 inférieure à 10%, donc il s'agit de syndrome de malabsorption. Le troisième test de surcharge, c'est le test en disaccharides. C'est un test qui est utilisé pour rechercher une maldigestion. Pour confirmer le diagnostic de la maladie cœliaque, il faut faire une biopsie intestinale. Premièrement, pour rechercher l'atrophe vélocitaire et deuxièmement, pour faire une étude enzymatique. Alors, si une atrophie vélocitaire est présente, donc il s'agit d'une maladie cœliaque, si elle est absente, donc il y a un déficit enzymatique. En cas d'un déficit enzymatique congénital, l'activité de l'une des enzymes est effondrée. Par contre, en cas d'irritation de la muqueuse intestinale, il y a une diminution de l'activité de toutes les enzymes et une normalisation de toutes les activités à la suite d'un régime. On a aussi le diagnostic sérologique qui comporte la recherche de trois anticorps, à savoir l'anticorps anti-gliadine, anticorps anti-endomysium et anticorps anti-transglutaminase. Pour les anticorps anti-gliadine, on va utiliser la technique ELISA pour rechercher les IgA et les IgG. Les valeurs sont corrélées au degré d'atrophie vélocitaire et le dosage il est utilisé souvent dans la recherche de la maladie chez l'enfant. Avec l'anticorps anti-endomysium, on va utiliser la technique EFI pour rechercher les IgA. C'est la méthode la plus spécifique, mais l'inconvénient, coût élevé, le personnel doit être qualifié. Pour les anticorps anti-transglutaminase, on va utiliser la technique ELISA pour rechercher les IgA. La technique, elle est plus sensible. Il existe aussi un autre anticorps, c'est l'anticorps anti-réticuline. La technique utilisée, c'est IFI pour rechercher les IgA et les IgG, mais elle est peu utilisée en pratique. Pourquoi? Parce qu'elle est coûteuse et peu sensible. Et pour ce qui concerne le principe de base du traitement, c'est le retrait à long terme du gluten contenu dans les farines.